Bonjour, je suis Stéphane Manzo-Silberman, cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris et nous allons voir ensemble les risques cardiovasculaires et la ménopause. Tout d'abord, un petit point d'épidémiologie. Les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité chez les femmes, avec bien souvent l'origine de la coronaropathie non connue avant l'événement fatal. En effet, dans une étude américaine, on retrouve près de 50% des femmes qui ont été ressuscitées d'une mort subite, qui étaient porteuses d'une coronaropathie qui n'était pas connue. En France, les maladies cardiovasculaires sont responsables de 51 décès pour 100 000 femmes entre 35 et 74 ans, dont 11 sont liés directement à la maladie coronaire. Aux États-Unis, il est estimé que 90% des femmes sont porteuses d'au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Afin d'engager une prévention optimale, il est connu que cette prévention doit intervenir plusieurs décennies avant le premier événement clinique et c'est tout l'intérêt d'une prise en charge synchronisée entre cardiologues, médecins traitants et gynécologues pour définir ces facteurs de risque et les prendre en charge de manière efficace. En France, l'évolution récente est relativement inquiétante puisque sur les dernières années, entre 2008 et 2013, on estime à plus de 20% l'augmentation des hospitalisations pour infarctus du myocarde chez les femmes de moins de 60 ans. Ce taux semble être stabilisé dans les populations plus âgées, après 75 ans et chez les jeunes. Ce sont donc les femmes les plus jeunes qui voient leur incidence d'infarctus augmenter de manière très importante. Cette augmentation peut être rapportée à de meilleurs diagnostics avec des outils biologiques, notamment les biomarqueurs tels que la troponine, qui permettent de détecter plus précocement et plus finement les infarctus du myocarde qui se présentent de manière plus atypique dans leur forme clinique ou électrique, mais également on assiste à une augmentation de l'ensemble des facteurs de risque, notamment hypertension artérielle et tabagique, qui peuvent expliquer cette recrudescence. Comment donc évaluer ce risque cardiovasculaire? Les études de cohorte Framingham nous ont donné des tables qui malheureusement sont peu applicables en routine chez les femmes puisqu'il faut atteindre des cumulation de facteurs de risque extrêmement importantes pour pouvoir engager une prévention primaire. Ces tables ne sont donc plus adaptées au niveau de risque actuel chez les femmes. Harmony Reynolds avait proposé un nouveau score de risque intégrant les facteurs de risque traditionnels que l'on verra tout à l'heure et puis des facteurs de risque tels que l'hérédité et l'inflammation qui seraient plus sensibles pour évaluer le risque cardiovasculaire chez les femmes. Récemment, le Pooled Cohort Risk Assessment Equations a montré que chez l'homme comme chez la femme, ce score très simple permet d'évaluer à 10 ans le risque de survenue d'une pathologie cardiovasculaire et donc d'initier une thérapeutique préventive du traitement des dyslipidémies avec notamment l'intervention par des statines à haute dose. Lorsque l'on parle de facteurs de risque, quels sont exactement ces facteurs de risque cardiovasculaires ? Tout d'abord, il y a les facteurs de risque cardiovasculaires classiques, anciens, traditionnels, qui vont évoluer au moment de la ménopause. En effet, après l'âge de 55 ans, avec la ménopause, le profil lipidique va être modifié, les taux de bon cholestérol de HDL vont avoir tendance à diminuer, alors que le LDL, le mauvais cholestérol, celui qui est athérogène, va augmenter. Avec la ménopause, on observe plus d'hypertension artérielle et ce qui est préoccupant, c'est que seulement 29% des femmes vont avoir une prise en charge adéquate de leur hypertension artérielle contre 41% des hommes dans une étude américaine. Concernant le diabète, facteur de risque endémique à l'heure actuelle, le risque cardiovasculaire va être beaucoup plus important chez la femme par rapport à l'homme. Il va impacter de 19% chez la femme par rapport à 10% seulement chez l'homme. Le tabac, facteur de risque majeur et en pleine expansion dans la population la plus jeune, n'a pas les mêmes conséquences chez l'homme et chez la femme. En effet, le risque cardiovasculaire chez la femme est multiplié par 25% par rapport à l'homme.
La sédentarité, enfin, facteur de risque classique, et semble être encore plus l'apanage chez la femme, surtout après la ménopause. Une étude américaine a montré que plus de 3/4 des femmes n'avaient pas une activité physique adaptée aux recommandations et que pour 1/4 d'entre elles, elles n'avaient aucune activité physique. À côté de ces facteurs de risque cardiovasculaires très classiques, tabac, hypertension, cholestérol, diabète, il y a des nouveaux facteurs de risque qui ont pu être identifiés, notamment le niveau d'inflammation avec le marqueur comme la CRP hypersensible, la résistance à l'insuline, l'obésité qui chez la femme semble être associée à un risque cardiovasculaire encore plus important, associé à un risque coronaire dans 64% des cas versus 45% chez l'homme obèse. Il y a enfin le risque psychosocial, jusqu'à présent difficilement évaluable, mais qui semble impacter de manière beaucoup plus importante les femmes par rapport aux hommes, avec une association au décès d'origine cardiovasculaire dans 45% des cas chez la femme contre 28% chez les hommes. Il y a enfin des facteurs de risque associés aux pathologies cardiovasculaires qui sont spécifiques des femmes en termes d'imprégnation hormonale, les complications de la grossesse, notamment éclampsie, prééclampsie, diabète gestationnel, qui ont été associés à la survenue de pathologies cardiovasculaires augmentées dans les 5 à 10 ans suivant la complication de grossesse. Il y a également les traitements hormonaux de la fertilité et il a été montré que ces traitements hormonaux, en cas d'échec de grossesse, augmentaient de manière considérable le risque cardiovasculaire comparé aux femmes pour lesquelles ce traitement était efficace. Enfin, il y a le traitement hormonal de la ménopause qui a été associé à un risque cardiovasculaire augmenté, mais après relecture de ces études, il convient de délimiter les populations chez qui ce risque était augmenté, notamment chez les patientes présentant d'autres facteurs de risque cardiovasculaires classiques comme l'hypertension artérielle. Enfin, on retrouve des facteurs de risque associés aux maladies cardiovasculaires de manière plus fréquente chez les femmes dans certaines pathologies comme les maladies de système, les maladies auto-immunes, certaines maladies rhumatismales inflammatoires et également en cas de néoplasie du sein, beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, avec un risque cardiovasculaire d'événement 5 à 10 ans après le traitement du cancer qui est augmenté de manière significative. Au vu de l'ensemble de ces facteurs de risque cardiovasculaires entourant la ménopause, il convient d'adopter une attitude multidisciplinaire afin de dépister ces facteurs de risque, de les traiter, de dépister la survenue de la maladie athéromateuse et d'adapter au mieux la thérapeutique afin de contrôler ces facteurs de risque, mais également d'adapter le traitement hormonal s'il y a lieu. La ménopause, quels sont les facteurs de risque directement imputables au moment de ce changement hormonal, de cette perte des œstrogènes endogènes? Il y a du côté des lipides, on a vu une modification nette avec une perte du profil protecteur et une augmentation importante, significative des taux de LDL. Concernant l'hypertension artérielle, les chiffres vont augmenter au moment de la ménopause avec la perte des œstrogènes qui libèrent le HNO et qui favorisait jusqu'à présent la vasodilatation de l'arbre artériel. Il y a également du côté métabolique avec l'apparition au moment de la ménopause d'un syndrome métabolique associant obésité de type androïde, insulinorésistance et une augmentation du diabète non insulinodépendant. Comment dépister la maladie cardiovasculaire avant qu'elle se manifeste de manière clinique? Il y a tout d'abord l'évaluation qui doit être non invasive avec l'examen clinique, l'interrogatoire poussé, sensibiliser sur des symptômes qui sont parfois atypiques, notamment dans la maladie angineuse, des symptômes qui ne reproduiront pas forcément la douleur rétrosternale constrictive, mais plutôt des signes associés ou uniquement limités aux irradiations.
l'examen clinique à la recherche évidemment de souffle artériel et puis les mesures Doppler, l'échographie cardiaque et l'enregistrement d'un électrocardiogramme de repos qui ne doivent pas être limités à cela et conduire le plus souvent, en fonction du profil de risque de la patiente, à une évaluation fonctionnelle. Tout d'abord, l'épreuve d'effort, premier examen des fonctionnels à la recherche d'une atteinte coronarienne est bien souvent non contributif puisque l'effort réalisé ne sera pas suffisant. Il faut recourir aux examens pharmacologiques comme l'échographie à la dobutamine ou l'IRM de stress afin de dépister une maladie sous-jacente coronaire. La scintigraphie présente également une alternative intéressante pour dépister une atteinte coronaire infraclinique. On l'a vu, la prévention doit se faire à deux niveaux. Tout d'abord, à privilégier si possible la prévention primaire en dépistant ces facteurs de risque, non seulement les facteurs de risque classiques, mais l'évaluation cardiovasculaire de la femme au moment de la ménopause doit intégrer ces facteurs de risque spécifiques que l'on a vu, et puis également cette prévention doit amener à dépister les atteintes coronaires en particulier, cérébrales, par des examens non invasifs plus ou moins poussés en fonction de la probabilité clinique. La prévention secondaire n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais doit conduire également à un suivi rapproché et un contrôle extrêmement strict et rigoureux des facteurs de risque. Une étude récente a montré que les facteurs de risque pour la survenue d'une mort subite d'origine cardiaque chez la femme en post-ménopause et associaient des facteurs facilement repérables et facilement contrôlables dans le suivi de ces femmes tels que hypertension, surpoids, tabagisme et diabète. Récemment, un papier de consensus publié dans Circulation a insisté sur la nécessité d'une prise de conscience de l'ensemble du corps médical prenant en charge ces patientes sur la détection fine de ces facteurs de risque et leur contrôle satisfaisant. Je vous rappelle, on a vu que seulement un tiers des patientes hypertendues avaient un traitement et une prise en charge adaptée. Cette prise en charge doit se faire en accompagnant la patiente afin de déterminer son niveau de risque précis, de lui indiquer une filière de soins qui soit adaptée afin d'optimiser au maximum cette prévention primaire. Cette prévention sera donc l'objet d'une collaboration étroite entre médecins généralistes, mais le plus souvent gynécologue, qui est le seul intervenant médical chez la femme durant sa période reproductive et en périménopause, et avec un dialogue constant avec le cardiologue permettant le dépistage des localisations potentielles et surtout le contrôle strict de ces facteurs de risque. La présidente de la Fédération française de cardiologie, le professeur Claire Mounier-Veillé, a insisté dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire en 2016 sur la nécessité d'une approche globale cardio-gynécologique afin d'optimiser la prise en charge des femmes et d'améliorer leur pronostic. 2 ans plus tard, dans une revue publiée dans Circulation, c'est la même démarche qui est faite avec une stratégie de dépistage, d'identification des risques cardiovasculaires spécifiques chez la femme grâce à une collaboration cardiologue et gynécologue. Je vous remercie pour votre attention.